je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast pour mieux comprendre la nature qui nous entoure. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et pour cette occasion, je voudrais te parler des incroyables modes de reproduction et de séduction du règne animal. La nature est fascinante, faisons le focus sur la reproduction du règne animal. Dans la nature, chaque espèce cherche une seule chose, donner naissance à une nouvelle génération. Et pour y arriver, la nature a mis en place 1000 scénarios possibles. Commençons par celles et ceux qui misent tout sur le spectacle. Et on va commencer direct, haut en couleur, par le paon. Quand le mâle ouvre sa queue en éventail, il déploie plus de 100 plumes couvertes d'un motif en forme d'yeux. Et il ne fait pas que les montrer, il les fait aussi vibrer, créant un léger frisson sonore. Les femelles observent la taille, la couleur, la brillance. Et donc plus la roue est spectaculaire, plus le message est clair. Je suis fort et en bonne santé. Il y a aussi l'aigle royal qui met en place une parade nuptiale assez spectaculaire avec une danse dans les airs où ils peuvent lancer des branches ou même se lancer des proies dans les airs, ce qui est assez spectaculaire. Si tu veux plus de détails, va écouter mon épisode sur le portrait de l'aigle royal. C'est un petit peu le même système d'une danse pour le grèbe huppé. Le couple de grèbes va se mettre face à face, hocher la tête pour se synchroniser, puis ils vont se dresser hors de l'eau, poitrine contre poitrine, tenant parfois des plantes dans leur bec. Cette danse sert à consolider le couple et elle envoie plusieurs messages. Je suis synchronisée avec toi, nous sommes en accord, nous sommes capables d'élever des petits ensemble. Et pour finir avec les oiseaux, on va parler des manchots. Ce qui est impressionnant dans cette espèce, c'est que les couples peuvent se reconnaître par la voix. Même s'il y a plein de manchots qui crient dans la colonie autour, ils vont savoir reconnaître la voix de leur partenaire. Une communication qui est primordiale pour prendre soin des œufs et élever les petits par la suite. Quittons maintenant l'air et la glace pour se faufiler dans l'eau. Et on commence très fort avec l'hippocampe. Chez les hippocampes, c'est très particulier, c'est le mâle qui tombe enceint. C'est la femelle qui va déposer ses œufs dans une poche ventrale du mâle, c'est lui qui va les féconder et les garder jusqu'à la naissance. Des dizaines et parfois des centaines de bébés vont ensuite sortir de cette poche. C'est un phénomène très rare observé dans la nature. Tu le sais sûrement, les seiches peuvent changer de couleur en une fraction de seconde. Et pendant la reproduction, les mâles vont afficher des belles couleurs, des rayures très vives pour attirer les femelles. Et certains mâles vont même jusqu'à diviser leur corps en deux couleurs différentes, une neutre pour se protéger des prédateurs et être camouflé, et une plus colorée pour séduire la femelle qui est à côté de lui. De véritables illusionnistes marins. Est-ce que tu sais ce que c'est le viviparisme? Contrairement aux ovipares, donc par exemple les serpents, les tortues qui pondent des œufs, les vivipares, eux, ont des œufs à l'intérieur du ventre qui éclosent à l'intérieur, se forment dans le ventre et naissent déjà formés. C'est le cas par exemple du requin gris du récif. Le cerf est un exemple de force impressionnant. Mais avant d'en arriver aux mains, le cerf va bramer pour attirer les femelles et impressionner les rivaux. Et parfois, ils vont jusqu'à l'affrontement, parce que seuls les mâles ont des bois, et celui qui gagne ce combat a le droit de se reproduire. Mais si tu veux plus de détails, je t'invite à aller écouter mon portrait du cerf, où je donne plein d'infos en détail là-dessus. Maintenant, je voudrais vous parler de l'éléphant de mer. Déjà, c'est un animal qui peut peser jusqu'à 4 tonnes. Et sur les plages, on peut observer des mâles qui se battent violemment entre eux pour contrôler un groupe de femelles, qu'on appelle un harem. D'ailleurs, les mâles éléphants de mer peuvent avoir des cicatrices, signes des combats passés, et le plus fort garde son harem. Une stratégie qui est brutale, mais efficace. Chez les antilopes taupies, le mode de reproduction est très particulier aussi. Chez l'hippocampe, les rôles sont inversés, c'est le mâle qui est enceint, et chez l'antilope taupie, c'est les femelles qui vont plutôt draguer les mâles. Les femelles tombent en chaleur tout en même temps pratiquement, et contrairement par exemple aux cerfs qui se battent pour leurs femelles, c'est les femelles qui vont aller agresser physiquement leurs concurrentes. Certaines allant même jusqu'à tendre une embuscade à des couples qui sont en train de copuler. En même temps, il faut dire que cette concurrence est justifiée parce que les femelles ne sont fertiles qu'1 jour par an.
Donc leur stratégie, c'est de s'accoupler avec le plus de mâles possible pour augmenter leurs chances de fécondation. Et certains animaux, eux, ont trouvé une autre solution, changer de sexe. Et on parle d'hermaphrodisme. Par exemple, avec le poisson-clown. Dans un groupe de poissons-clowns, c'est une femelle qui est dominante. Si cette femelle disparaît, le mâle qui s'accouple avec elle devient la femelle dominante. Et ainsi de suite. Si elle disparaît, un mâle se retransforme en femelle. C'est une société qui se réorganise totalement pour survivre. Parfois, certaines espèces n'ont même pas besoin de partenaires. C'est le cas du dragon de Komodo. Certaines femelles peuvent produire des petits sans fécondation, donc des petits naissent sans avoir de père. Ça s'appelle la parthénogénèse. C'est observable chez très peu d'espèces, dont le dragon de Komodo fait partie. C'est une stratégie d'adaptation qui est vitale pour reproduire l'espèce quand on est isolé. Ah, le kangourou. C'est un marsupial, et comme tous les marsupiaux, il a un processus de reproduction très précis et particulier. Franchement, il mériterait un portrait complet parce que c'est passionnant. La femelle est fécondée, elle va mettre bas un petit bébé de 2 cm, c'est minuscule, et ce petit, il va ramper de lui-même jusqu'à la poche en suivant l'odeur de sa mère qui a laissé un filet de salive pour le guider. Une fois arrivé dans la poche, il va s'accrocher à une tétine et ne plus la lâcher, la téter constamment et grandir ainsi jusqu'à ce qu'il soit mieux développé. Dès l'âge de 10 mois, le petit va pouvoir être autonome, sortir de la poche, commencer à manger de l'herbe. Après, il va pouvoir y rentrer de temps en temps encore. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le lait peut évoluer à passer de lait pour tout petit à lait pour adolescent, avec des nutriments différents. Mais ce qui est incroyable aussi chez les kangourous, au-delà de tout ça déjà, c'est aussi que la mère peut avoir un autre petit pendant que le premier est encore dans la poche en train de téter. Elle va pouvoir utiliser la diapause embryonnaire. Ça veut dire qu'elle peut mettre en pause la gestation de son embryon si les conditions ne sont pas réunies. Si le temps n'est pas assez bon, si la nourriture n'est pas assez abondante, ou si un petit est déjà présent dans la poche. C'est aussi le cas de certains animaux comme l'ours qui peut aussi faire ça pendant l'hibernation. Bon, on va s'arrêter là avec le kangourou parce que je pourrais en parler pendant des heures, donc on va passer à l'animal suivant. Chez les bonobos, les relations sexuelles sont très importantes pour les liens sociaux. Ils servent à créer des relations, apaiser les tensions, gérer les conflits. C'est un vrai moyen de communication sociale entre eux. Et on va terminer avec les canidés, la famille du chien, du loup, du renard. Peut-être que tu as déjà vu ton chien quand il s'accouplait rester collé avec son partenaire. Il reste comme ça, fesse à fesse, pendant des fois une dizaine de minutes. Est-ce qu'il reste coincé? Pourquoi? En fait, il y a une vraie stratégie à ça. Et ça a une vraie utilité. Pour assurer sa descendance et être certain qu'aucun mâle va venir féconder la femelle après lui, le pénis du mâle gonfle et reste bloqué. Comme ça laisse le temps aux spermatozoïdes d'atteindre l'utérus et de féconder la femelle. Un espèce de verrou biologique. Pas très romantique, mais terriblement efficace pour s'aligner. Voilà, je vous ai présenté un tout petit échantillon des reproductions et des séductions les plus spectaculaires de la nature, mais il en existe encore énormément. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir un peu plus, je te conseille le livre Sexus Animalus, qui est à la fois informatif, drôle et très intéressant. Et petit bonus, il est extrêmement bien illustré. Vu que c'est un épisode spécial, j'ai fait un sondage juste en dessous si tu es sur Spotify, comme ça tu peux tester un petit peu tes connaissances et savoir si tu as bien écouté le podcast. Pour conclure, on a vu ensemble que la nature a inventé des danses, des chants, des combats, des métamorphoses, des grossesses incroyables et même des sociétés pacifiées par l'amour. Il n'existe pas une seule façon d'aimer, il existe 1000 stratégies pour faire vivre le monde. Sur ce, j'espère que cet épisode spécial sur la Saint-Valentin et la reproduction des animaux t'a plu. Moi en tout cas, je me suis amusée à faire mes recherches et à vous le présenter. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire. J'adorerais en découvrir un peu plus. Si la nature t'intéresse, tu peux t'abonner à mon podcast ou à mes réseaux que je mets en description. En tout cas, je te dis à bientôt et vu que c'est la journée de l'amour, n'oublie pas de dire à tes proches que tu les aimes. C'est très important. Allez, au revoir!